Bonjour à toutes et à tous. Le colloque a commencé avec un dinosaure. Hier, on a entendu le ptérodactyle et aujourd'hui, vous avez devant vous l'Archéoptérix. Nous avons entendu au cours de ces journées des présentations de très grande qualité dans des domaines très divers. Je remercie les intervenants venus partager entre eux et avec nous la connaissance qu'ils ont produite. Mes remerciements s'adressent aussi aux acteurs de terrain, nombreux dans cette salle, qui sont à l'origine de flux de données de haute valeur, base des recherches qui nous ont été présentées. J'exprime enfin ma gratitude aux organisateurs et au premier chef, Manuel Nicolas et son équipe, pour l'excellente conception et organisation de ce colloque, et je crois qu'il mérite nos applaudissements. Je vais évoquer quelques enseignements tirés de ces journées. Je les ai classés en 4 points. Je ne suis pas gaucher. Les voilà. Une rétrospective rapide de quelques faits marquants au cours des 3 dernières décennies, quelques accomplissements majeurs de René Cofford ou d'autres instruments de suivi des forêts, l'évolution des questionnements concernant les écosystèmes forestiers et leur suivi, et enfin quelques enjeux et opportunités concernant ces systèmes de suivi. Depuis quelques décennies, on a pris conscience d'évolutions inattendues à l'échelle locale, régionale ou planétaire de certaines composantes de la biosphère, dont les forêts évidemment, en réponse à des changements environnementaux qui soient ou non induits par les activités humaines. Les forestiers habitués aux termes longs ont été dans ce domaine aux avant-postes. La crise du dépérissement forestier en Europe au tournant des années 80, rappelée par Guy Landman et Christian Barthaud au début du colloque, a joué un rôle de catalyseur. En réponse à ces interrogations, des stratégies et instruments de nature scientifique, technique et politique ont été mis en place au niveau national comme au niveau international. Et je vais en rappeler quelques-uns rapidement. 1987, en France, création du DSF, dont on vient de parler, sous la houlette de Christian Barthaud. 88, au niveau international, la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, IPCC en anglais. Plusieurs rapports du GIEC se sont succédés, dont le dernier en 2014, et en parallèle, la montée en puissance des engagements initiés à Kyoto en 1992, et puis les COP successives, dont la récente et très marquante COP 21 à Paris en 2015. Dans ces processus, les écosystèmes forestiers y apparaissent de plus en plus explicitement. 90, première conférence ministérielle sur la protection des forêts pan-européenne à Strasbourg, dont Georges Touzet et Christian Barthaud furent les chevilles ouvrières. Dans les 6 résolutions adoptées, 2 étaient en fait thématiquement proches. Bien sûr, c'est la résolution numéro 1, à l'origine de René Cofford, mais aussi la résolution numéro 6 sur la création d'un réseau européen de recherche sur les écosystèmes forestiers. Cette dernière procédait du constat que la compréhension des dysfonctionnements, tels qu'on l'avait pu l'observer au moment du dépérissement, nécessitait le développement d'une approche pluridisciplinaire de l'étude du fonctionnement des écosystèmes forestiers. L'objectif était de mettre l'accent sur quelques thèmes majeurs, tels que le cycle de l'eau, les éléments minéraux et l'énergie, et de renforcer et mieux articuler les recherches dans ce domaine. C'est ainsi que le GIEC Cofford fut créé en 1993. René Cofford, comme les sites ateliers, s'inscrivent clairement dans cette logique. Les premières conférences ministérielles MCPFE étaient fondées sur des préoccupations concrètes et sur une coopération étroite entre le monde scientifique et le monde politique. Et ils ont permis des avancées importantes. Aujourd'hui, MCPFE, devenu Forest Europe, a pris un autre chemin. Personnellement, je le regrette. Alors que de nouveaux enjeux
pour la forêt ont émergé avec les changements globaux et la bioéconomie et plus largement l'économie verte, il est crucial que politiques et scientifiques se remettent ensemble et reformulent une vision, des perspectives et des stratégies nouvelles. Et ceci est vrai au niveau national comme européen. En 2005, le rapport de l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, Millennium Ecosystem Assessment, initié par l'ONU, popularisa l'importance des services écosystémiques. Parmi ceux-ci, le support function, qu'on peut traduire par les services de soutien aux conditions favorables à la vie ou encore services d'entretien de la fonctionnalité, ont une place particulière. Ils conditionnent en effet le bon fonctionnement des écosystèmes, habitat pour la flore et la faune, biodiversité fonctionnelle, mécanismes de régénération de la forêt, photosynthèse, production primaire, recyclage des nutriments, etc. Ils nécessitent des connaissances approfondies car ils conditionnent tous les autres services, production ligneuse, régulation hydrologique, aménité. Encore une fois, Rennes Ecofort et les sites ateliers sont dans cette logique-là aussi. On sait aujourd'hui que l'invariance n'existe pas en écologie, comme le confirment de nombreux paramètres. Déplacement d'aire de distribution d'espèces, animales ou végétales, on en a parlé ces jours-ci, phénologie, physiologie, croissance, comme le représentent ces graphiques montrés déjà par notre collègue de l'inventaire forestier, emprunté à Marie Charrue. Et ces résultats conduisent à un profond changement de paradigme de la gestion forestière. Les stations, clairement, ce concept doit être revisité. Mais il faut pour cela connaître plus finalement les mécanismes sous-jacents. Tous ces faits confirment la pertinence des approches engagées depuis 30 ans pour la compréhension du fonctionnement des écosystèmes forestiers et leur suivi. Aujourd'hui, elles restent encore totalement d'actualité. Quelques réalisations au cours de cette période de Rennes Ecofort et d'autres instruments. Je voudrais souligner le caractère à la fois remarquable et unique en France du réseau Rennes Ecofort, grâce à plusieurs qualités. Sa bonne conception et sa pertinence, toujours actuelle, l'expérience accumulée depuis 25 ans, son intégration européenne à travers ICP Forest, l'appui sur une structure territorialisée et pérenne, l'ONF, la qualité des données produites sur de longues séries chronologiques et pour des critères variés, la compétence et la motivation de l'équipe de coordination, la forte adhésion des agents de terrain impliqués, comme cela a déjà été souligné. La production scientifique générée à partir des données de Rennes Ecofort est considérable, comme en témoignent les communications faites à ce colloque et comme l'a montré Manuel sur les statistiques qu'il nous a présentées de publication. Les avancées scientifiques permises par Rennes Ecofort ont été très nombreuses et parfois inattendues. Je mentionnerai ici seulement quelques-unes d'entre elles, présentées ces derniers jours, en demandant l'indulgence de ceux que je ne citerai pas. François Le Bourgeois et Nicolas Delpierre ont fait état d'une meilleure compréhension du déterminisme climatique, de la croissance radiale, de la phénologie foliaire et de la fructification des principales essences des forêts tempérées, grâce aux données de Rennes Ecofort. Xavier Morin et Isabelle Schwinn ont souligné la nécessité des observations de long terme de ce réseau pour bien rendre compte des effets du climat sur les processus écologiques, comme la réponse phénologique des espèces ou la croissance des individus, ce qui permet d'intégrer ensuite ces données dans des modèles prédictifs plus robustes. On s'attendait à une diminution du carbone présent dans les sols forestiers du fait de l'augmentation de la température. Or, c'est le contraire qui se produit, comme nous l'a expliqué Mathieu Jonard. Et ceci soulève plusieurs questions. Cette séquestration de carbone dans les sols va-t-elle se poursuivre? Quelle sera la stabilité de ce carbone nouvellement accumulé? Et enfin, quels sont les processus sous-jacents? Au sujet de la nutrition minérale, l'hypothèse la plus courante était une probable baisse de la teneur en calcium et en magnésium des sols acides, mais personne n'avait envisagé jusque-là une forte détérioration de la nutrition en phosphore, telle que l'a rapporté Mathieu Jonard. Ces deux derniers exemples, d'ailleurs, illustrent le fait que Rennes Ecofort a permis une remise en cause de certaines idées préconçues, ainsi que l'émission d'alerte en détectant des évolutions imprévues.
L'étude sur les polluants organiques HAP, présentée par Jérôme Poulnard, au-delà des résultats acquis, confirme l'intérêt de Renécofor comme réseau de placettes permanentes, mais comme bibliothèque d'échantillons sol-feuilles pour les approches rétrospectives en chimie de l'environnement. L'étude des variations des communautés d'espèces de champignons, présentée par Benoît Richard, a débouché sur des résultats originaux sur les patrons de variation de ces communautés à travers une large gamme de conditions écologiques. Les résultats présentés montrent aussi que Renécofor, malgré ses 25 ans, est encore en situation d'exploration. Toute recherche génère de nouvelles questions, parfois des résultats contradictoires, et fait surgir des incertitudes. Depuis une trentaine d'années, la France a connu, comme vient de l'illustrer cette table ronde, une montée en puissance des réseaux d'observation, d'expérimentation, de recherche et de sites ateliers installés dans une perspective à long terme. Alors là, j'ai repris le schéma de Laurent Saint-André, donc je ne vais pas y revenir. Je rappelle seulement quelques faits, je voudrais souligner quelques faits importants. L'implication croissante de l'inventaire forestier dans le domaine de l'écologie, avec le nouveau protocole d'inventaire, et puis le développement autour d'une communauté de recherche valorisant les données. On a aussi mentionné, et Laurent Saint-André l'a fait, l'existence de nombreux réseaux de recherche et d'expérimentation installés pour des objectifs spécifiques, tels que la coopérative de données sur la croissance, qui peut apporter beaucoup, parce qu'on peut, à la fois les multisites, multi-espèces et tests des scénarios extrêmes de densité, les plantations comparatives d'entités génétiques, dont certaines sont très anciennes, etc. Un ambitieux projet d'infrastructure concernant ce domaine, InSilva, a été rappelé par Laurent Saint-André. La question de la complémentarité entre les différents réseaux a été bien illustrée par Éric Dufresne à propos du cycle du carbone. Cependant, et la table ronde l'a montré, la diversité de la finalité de ces dispositifs et des paramètres observés ou mesurés, les différentes échelles spatio-temporelles auxquelles ils se placent, implique une réflexion de fond si l'on veut améliorer les synergies entre eux, chaque fois que c'est possible. C'est par une interaction plus grande que l'on pourra apporter une réponse plus efficace aux problématiques transversales telles que les changements climatiques. Mais nous avons besoin pour cela d'un plan stratégique concerté. L'évolution des questionnements. Les placettes de Renécofor étaient installées pour 30 ans. Elles ont été choisies au départ pour éviter la phase de renouvellement des peuplements. Et donc, de ce fait, on n'y trouve ni peuplement très jeune, ni peuplement à l'âge d'exploitabilité, encore que certains s'en rapprochent. Et les informations concernant la phase de régénération, ça a été rappelé tout à l'heure, finalement, sont liées aux tempêtes, aux conséquences des tempêtes. Dans une perspective de prolongation du suivi, cette impasse, évidemment, devra être levée et Manuel a proposé des pistes, ce qui implique une modification des protocoles. Et je sais que Manuel Nicolin conduit une bonne réflexion au sein du comité de pilotage sur ce sujet et aussi au niveau européen dans le cadre de ICP Forest. Les placettes de Renécofor ont été installées dans des forêts domaniales, principalement gérées pour la production ligneuse, mais des interrogations se font jour au sujet de suivi éventuel de forêts en libre évolution, donc non gérées, ou encore de l'extension du suivi à d'autres types de forêts, par exemple des forêts privées établies sur des terres agricoles ou résultant d'accrues naturelles. Renécofor a été établi à une époque où la question du changement climatique était encore balbutiante, cela a été souligné, et aujourd'hui cette thématique se trouve au cœur de fortes interrogations sur la capacité naturelle ou assistée des écosystèmes forestiers à s'adapter à des contextes environnementaux en évolution, sur leur aptitude à continuer à fournir l'ensemble des services écosystémiques attendus, et sur le rôle qu'ils peuvent jouer à travers leurs interactions avec le climat, les flux d'eau et l'énergie. La question de la mise en place de sites de surveillance dans des zones potentiellement exposées à des risques élevés,
par la sécheresse édaphique, par exemple, ou pour certaines espèces dans des zones qui sont en limite d'aire naturelle de distribution, méritent d'être posées. En résumé, les questionnements ont évolué en 25 ans. Et la question, évidemment, est de savoir comment peut-on répondre à ces nouvelles attentes tout en maintenant la continuité d'observation sur le long terme. J'en viens maintenant aux enjeux et opportunités pour les systèmes de suivi. Face à l'importance croissante du rôle de la forêt dans les questions climatiques, et plus généralement dans une économie fondée sur le vivant, économie verte, face aux incertitudes des évolutions futures, le besoin de données provenant du suivi dans des domaines multiples des écosystèmes forestiers est toujours actuel. La nouvelle stratégie forestière de l'Union européenne, publiée en 2013, en France, le plan national forêt-bois de 2014, cible quelques grandes questions qui justifient ce besoin réitéré de données. Effet des changements globaux sur les écosystèmes, érosion de la biodiversité, prise en compte plus large des services écosystémiques, résilience des forêts. Les nouvelles technologies offrent un gros potentiel pour le suivi des écosystèmes forestiers et d'exemples ont été donnés au cours de ce colloque, là en particulier sur l'observation à distance de la phénologie par données satellitaires. Le LIDAR et la spectroscopie moyen et proche infrarouge permettent une caractérisation rapide des dispositifs. Un autre exemple concerne la disponibilité récente d'une plateforme mobile dédiée à l'observation et l'expérimentation des écosystèmes forestiers, POET, que notre ami Laurent Saint-André a exposé. Et tout cela offre de nouvelles possibilités. Des outils se mettent progressivement en place pour mieux articuler les grands dispositifs d'observation et d'expérimentation, ANAE, au niveau français et européen. Des stratégies nationales sont en route concernant les infrastructures, incluant des volets sur l'interopérabilité des bases de données et des plateformes de modélisation. Avec le GIP EcoFort, la France dispose d'un outil original d'animation et de coordination sur les écosystèmes forestiers, leur fonctionnement et leurs évolutions. Et ma question est, ne devrait-il pas jouer un rôle plus marqué dans la réflexion sur l'articulation ou l'amélioration de l'articulation des réseaux de nature différente, sujet aussi abordé par la table ronde. En conclusion, et 25e anniversaire oblige, je terminerai par quelques mots sur Ren'EcoFort. Il faut redire son caractère unique et non substituable pour le suivi général à long terme du fonctionnement des écosystèmes forestiers en France. Certains de ces objectifs devront être revisités, des critères nouveaux pris en compte, des améliorations apportées à son fonctionnement et à la valorisation de ces données, mais la poursuite du suivi au-delà des 30 ans initialement prévus me paraît imposée par la longévité des cycles forestiers et les contextes des changements environnementaux en cours. Pour y parvenir, la voilure du réseau actuel ne devrait pas être réduite davantage, ni dans sa taille, ni dans les effectifs de son équipe de coordination, ni dans l'ambition de la collecte de données multidomaines de qualité. Je souhaite bon vent à Ren'EcoFort. Alors, je n'ai aucune légitimité personnelle pour intervenir après Yves Biraud, d'autant plus qu'il a exposé brillamment absolument tout ce dont j'aurais voulu parler. Mais c'est au titre de l'ONF donc, que j'ai l'honneur de clôturer ce colloque. Donc, au nom de Christian Dubreuil, directeur général de l'ONF. J'aimerais commencer par faire un petit sondage et vous demander de lever la main si vous étiez déjà là pour les 15 ans du colloque Ren'EcoFort ici même. Donc, je lève aussi la main. Oui, je m'attendais à peu près à ce résultat-là. Donc,
Ça permet de mesurer que dans l'histoire de René Coffort, il y a une continuité technique et scientifique qui a été bien illustrée par les présentations, mais aussi une continuité humaine forte. Alors, en tant que dinosaure, moi aussi, alors il y avait aussi des petites espèces dans les dinosaures, je mesure toute l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle de temps entre ces deux colloques. Donc je la mesure à la richesse des résultats qui ont été obtenus, avec des approches différentes qui commencent à dialoguer. Alors ça a pu être déstabilisant pour certains d'entre vous qui sont peut-être moins habitués que nous aux échanges scientifiques, mais ces petits écarts que l'on peut voir entre les résultats, pour nous c'est justement là que ça commence à devenir intéressant. Ces résultats y mettent aussi en valeur, et ça a été dit par de nombreux orateurs, l'apport spécifique du réseau René Coffort, notamment son caractère de suivi multidomaine, rappelé par Yves Biraud, sur un panel de situations contrastées et bien sûr sur le long terme. Donc je voudrais souligner la qualité de ce colloque qui m'a impressionnée, même si j'étais là aux étapes où on a commencé à parler de son organisation, voir le résultat final, c'est encore autre chose. Et cette qualité, eh bien, je trouve qu'elle est à la hauteur du travail de fond qui est fait par tous ceux d'entre vous qui participent au quotidien à ces mesures, certains depuis très longtemps, comme on l'a vu hier à l'occasion de la petite remise des prix organisée par Erwin. Et donc, au nom de l'ONF, je voudrais adresser, moi aussi, mes remerciements à toute l'équipe d'organisation. Donc, l'équipe René Coffort, qui a été appuyée, comme vous l'avez remarqué, par des anciens qui aujourd'hui ne contribuent plus directement, comme évidemment Erwin, mais aussi Valérie Trefdy. Remerciements aux intervenants, donc les scientifiques, dont beaucoup sont de fidèles contributeurs. Remerciements à nos hôtes étrangers, bien sûr aussi. Remerciements aux participants, qui sont nombreux, et des colloques scientifiques avec autant de participants provenant de la gestion, il y en a aujourd'hui très très peu, donc ça mérite d'être souligné. C'est aussi un effort financier de l'ONF, d'ailleurs au passage, cette participation. Et remerciements évidemment aux bailleurs de fonds, sans lesquels, comme on dit, rien de tout cela n'aurait pu être fait. Alors quel sera le prochain rendez-vous ? Eh bien, je ne peux pas moi non plus répondre aux questions de François, que je partage largement. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette échéance des 30 ans, c'est bien sûr une échéance politique. On le voit, comment on poursuit, dans quelles conditions de financement. C'est aussi une échéance technique et scientifique, ça a été rappelé par Manuel et par Yves, avec la question de l'évolution de René Coffort avec la maturation des peuplements. Mais évidemment, cette échéance, elle se pose dans un contexte de légitimité scientifique renouvelée. L'importance des questions adressées à la forêt et qui dépassent largement le cadre de la forêt a été rappelée par de nombreux intervenants. Carbone, changement climatique, sol, biodiversité, le tout dans un souci de vision écosystémique et avec également un socle de connaissances et de maîtrise méthodologique qui permet aujourd'hui d'apporter des réponses extrêmement intéressantes à toutes ces questions. Et comme beaucoup d'autres, j'aimerais conclure là-dessus, je suis persuadée que cette échéance des 30 ans, pour la passer brillamment, eh bien, on ne fera pas l'économie de cet effort de mise en cohérence, voire d'intégration de nos dispositifs expérimentaux et de monitoring, pour lequel Laurent Saint-André nous a dressé un cadre conceptuel extrêmement intéressant. Donc, un effort conceptuel à faire, qui est sûrement pas encore achevé, j'imagine, un effort technique et scientifique, avec l'aspect donné qui a été souligné, mais aussi, et je pense qu'on ne l'a pas encore dit assez, un effort de mise en place d'une gouvernance à l'échelle de cet ensemble, et un effort de communication et de lisibilité de cet ensemble pour les décideurs, mais aussi pour d'autres communautés scientifiques ou de conservation de la nature, pour lesquelles, à mon avis, on est encore très très loin du compte. Voilà, donc je vous remercie tous pour ces jours passés ensemble, extrêmement riches en échanges.